Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour notre émission Politique et Éco. Cette semaine, nous sommes avec Bernard Monod. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bernard Monod, vous êtes économiste politique, vice-président du Cercle national des économistes, également ancien député européen et vous travaillez depuis 2008 pour une grande institution financière française. Votre dernier ouvrage à retrouver toujours sur la boutique de TV Liberté, l'Eurovision pour les peuples, le patriotisme ou la banqueroute chez Muller Éditions. Commençons tout de suite avec vous, Bernard Monod. Vous expliquez que l'agenda mondialiste accélère de plus en plus et qu'il existe aujourd'hui deux périls mortels pour la France. C'est la guerre en Europe et la servitude du peuple par le chaos. Cette guerre, comment vous la voyez arriver aujourd'hui ? Alors de deux formes, on va parler de la guerre et puis de la servitude, ouais. Donc les deux périls. La première, c'est, moi ce qui m'inquiète, c'est la guerre militaire contre les peuples. Tout est fait aujourd'hui pour faire de la provocation. Ça a déjà commencé depuis 2014 avec le coup d'État de Maïdan en Ukraine. Et puis on voit cette pression permanente de l'OTAN, des États-Unis, de l'Union européenne pour essayer de déclencher par tous les moyens une réaction de la Russie, ce qui a fini par se faire en 2022, mais la guerre militaire a réellement commencé en 2014. Et donc tout est fait pour réveiller l'ours russe, et ils y sont parvenus, encore que je trouve que le président russe, M. Poutine, a beaucoup de sang-froid, parce que encore dernièrement, vous avez vu les provocations militaires avec des missiles longue portée pour frapper l'intérieur de la Russie. Donc on sent bien que depuis très longtemps d'ailleurs, ça fait un siècle que les États-Unis redoutent effectivement que l'Europe de l'Ouest fasse alliance avec la Russie, ce qui ferait un continent invulnérable par tous les moyens. Et donc voilà où nous en sommes. Parallèlement, en 2023, la loi de programmation militaire a autorisé le président de la République et le Premier ministre par simple décret de mobiliser, de réquisitionner des personnes et leurs biens. Ils arguent d'une menace potentielle, stratégique contre la France. Donc tout est bon. Ça existait déjà avec l'article 16, l'état de siège, évidemment dans la Constitution française. Mais là, aujourd'hui, il y a une aggravation. Et les gens, les Français ne sont pas au courant, bien entendu. Ces choses-là, on n'en parle pas au journal de 20h, ni dans la presse. Pour revenir sur cette décision d'une potentielle réquisition des individus et des biens, comment ça s'organiserait à l'heure où les Français n'ont plus le service militaire, ne savent pas manier une arme? Qu'est-ce que des Français réquisitionnés iraient faire sur un front avec une arme lourde dans les mains? En 14-18, ça n'a pas gêné le gouvernement de l'époque. Tout le monde avait fait son service militaire. C'est vrai. Mais voilà, ils mobilisent, ils lancent un décret avec une classe d'âge, mettons, de 18 à 30 ans. Et puis, vous mobilisez 300 000 hommes au total. La même chose au Royaume-Uni, parce qu'il n'y a pas que la France, il y a aussi le Royaume-Uni avec le Premier ministre Starmer. Il y a également le nouveau chancelier en Allemagne, M. Merz, et puis avec l'excité d'Ursula von der Leyen qui ne rêve que d'une guerre contre la Russie. Qui vient de réactiver des sanctions, une vague de sanctions contre la Russie. La 17e sanction qui donne strictement rien, parce que la Russie a été classée par le FMI numéro 1 de l'économie en Europe. Enfin, ils considèrent même la Russie en Europe, c'est le FMI qui le dit. Numéro 1, le numéro 2, c'est la Biélorussie, et la France n'arrive qu'en 11e position. Vous voyez, donc ils sont à plus de 4% de croissance économique en 2024. Donc la fameuse déclaration de M. Bruno Le Maire qui consistait à mettre l'économie russe à genoux, je pense qu'il a échoué. C'est Jacques Sapir qui nous expliquait qu'en parité de pouvoir d'achat, la Russie était même aujourd'hui au-dessus de l'Allemagne. Absolument, oui. Sans compter qu'on ne parle même pas des stocks des matières premières. Ils en ont pour 1000 ans de toutes les matières premières possibles. Donc ils n'ont aucun souci. Le seul souci de la Russie, c'est le problème de démographie.
qui peut leur poser problème à terme. Mais bon. Donc voilà. Donc l'autre péril, Bernard Monod, c'est la servitude du peuple par le chaos. C'est ce que vous expliquez dans vos travaux. Servitude, je voudrais parler également de la guerre sanitaire contre les Français. Vous voyez bien que la loi sur l'euthanasie est en train de passer. C'est au Sénat à l'heure actuelle, ça va revenir. Bon. Il y a également le risque de guerre. Donc tout ça joue sur la dépopulation. Le nouveau traité sur les pandémies de l'OMS qui donnerait des pouvoirs totalement exorbitants à l'OMS. Pour vacciner de force et cette survaccination toxique, on voit bien, on commence à voir les effets secondaires des vaccinations du Covid aujourd'hui. Et puis, ne parlons même pas de l'avortement il y a 50 ans. Moi j'avais fait un petit calcul rapide, on arrivait à plus de 10 millions de petits Français qui n'étaient pas nés depuis 50 ans. Donc tout ça joue en faveur de la dépopulation, de la baisse de la démographie, pour justement après avoir des arguments pour parler de la retraite, de l'allongement de la durée de vie. Mais enfin, il y a une volonté, je dirais, diabolique derrière de jouer sur la dépopulation mondiale. D'ailleurs, il s'en cache même plus. Vous avez Bill Gates qui lui-même veut vacciner le monde entier et puis qui en même temps rêve de faire baisser la population de 8 milliards à 1 milliard ou 500 millions de personnes. Ouais. Voilà, enfin, on est en plein délire. Pour moi, c'est diabolique. Et il faut franchement que les Français soient conscients du risque majeur auquel ils font face. Vous parliez de la servitude. Oui, la servitude, elle passe effectivement par le chaos. Tout le chaos que l'on voit, en particulier depuis les deux mandats de Macron. Quoi qu'il touche, ça se transforme en problème, en scandale, en chaos, que ce soit social, économique, financier, etc. Moral. Bien sûr, oui, moral, vous avez raison de le dire, parce que moi, j'ose prononcer le terme d'antéchrist quand on voit l'ouverture des Jeux Olympiques, les blasphèmes et les profanations contre l'Église catholique qui n'avaient rien à faire dans la fête qui constitue l'ouverture des JO, la clôture aussi, avec le recours au cavalier de l'Apocalypse, Marie-Antoinette avec sa tête le fameux banquet païen. C'est ça, qui faisait référence à la Seine. Donc on est dans ce délire qui devient collectif, parce que maintenant les gens s'en aperçoivent même pas, ceux qui n'ont pas les repères. Donc, oui, on voit quand même un recul depuis l'élection de Donald Trump de cet état d'esprit qui maintenant est aux manettes de ce que l'on peut appeler le mouvement mondialiste, si on considère que Donald Trump n'en fait pas partie. Donald Trump, je ne sais pas, je ne veux pas me prononcer sur Donald Trump. En tout cas, lui, il roule pour son pays et il a bien raison en tant que chef d'État, à sa manière, mais en tout cas, il défend, il fait du patriotisme économique, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, et puis la fameuse banqueroute dont j'ai théorisé depuis très longtemps, et j'en ai même fait mon livre en 2019 que vous avez cité, effectivement la banqueroute financière, le krach obligataire qui emmènera en fait le pays à être d'abord ruiné, puis en faillite, et enfin c'est terminé par la banqueroute. C'est les 3 phases de l'effondrement financier. Pour moi, nous sommes dans la phase de la ruine, entre ruine et quasi-faillite, puisque aujourd'hui, le bilan de l'État français est en perte de 3 000 milliards. C'est-à-dire que nous avons un actif de 4 500 milliards au bilan de l'État, et nous avons un passif de 7 500 milliards. Le différentiel, c'est moins 3 000 milliards. 3 000 milliards, effectivement. Donc, nous sommes ruinés. Les marchés financiers commencent à nous mettre la pression. Dégradation FMI, de la note de la France. Voilà. Hausse des taux il ne le prononce pas, mais techniquement, c'est déjà fait. Et puis, les pressions depuis un an maintenant du FMI, mais aussi de la Commission européenne avec la procédure de déficit excessif qui nous a été infligée l'année dernière, alors qu'on est le 2e contributeur au budget de l'Union européenne. C'est quand même un paradoxe. Donc voilà, on est dans ce contexte-là. C'est ce qui vous a poussé, Bernard Monod, avec le Cercle national des économistes, à adresser une lettre ouverte aux 2 présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, ainsi qu'aux commissions des finances de ces 2 chambres, pour les mettre en garde contre un effondrement monétaire systémique et les appeler
à une réaction institutionnelle transpartisane. Un effondrement que vous anticipez d'abord à cause de l'endettement public. Vous le disiez tout à l'heure, 7 500 milliards, c'est l'endettement de la France en comptant le hors-bilan. Un endettement privé et public de la plupart des pays occidentaux. Nous ne sommes pas les seuls. Les Américains sont surendettés, en tout cas tous les pays de G7 le sont. Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel dérapage généralisé ? La prise de pouvoir par les banquiers et les financiers depuis, on va dire maintenant, le début des années 70, en particulier en France, ce qui m'amène à dire que tous les présidents français, peu ou prou, sont des employés de banque. Pompidou était un ancien directeur général de la banque Rothschild. Macron, aujourd'hui, était un conseiller junior de la banque Rothschild. Enfin, là, c'est avéré, ce sont des banquiers, mais tous les autres ont servi de près ou de loin les intérêts donc de la dette. Le péché originel, ça a été en 1973 avec la fin du financement de l'État français par la Banque de France. Et évidemment, se sont substitués le système bancaire national, d'abord public, puis privé, parce qu'après, ça va avec la privatisation, la mondialisation, etc. Et puis les marchés internationaux se sont emparés du financement. Alors, autant au Japon, la dette appartient aux Japonais. Le problème, c'est qu'en France, la dette appartient plutôt à des créanciers, style BlackRock, style Vanguard, les pays du Golfe, le Qatar notamment. Oui, Bruno Le Maire avait eu beaucoup de mal à déclarer qui détenait à l'étranger la dette française. Et forcément, parce qu'en plus de ça, ça change par définition tous les jours, puisqu'il y a des passages de main entre les détenteurs. Mais le problème, c'est ça, c'est que nous sommes assujettis en fait à nos créanciers qui nous mettent la pression et qui veulent du sang et de la sueur. Voilà, c'est pour qu'on paye la rente financière aux banquiers et aux investisseurs, eh bien, ils nous demandent de faire des sacrifices. C'est pour ça que je rapporte ça aussi à la notion morale, voire spirituelle, c'est-à-dire que dans les trois religions monothéistes du livre, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam, l'intérêt sur la dette est interdit. Voilà. Donc, eux, ils sont filles de cette question-là. Et donc, ils ont besoin, justement, de casser notre système de protection sociale qui a été bâti en 1945 par le Conseil national de la résistance et qui est l'ennemi numéro 1, je dirais, de nos loups de Wall Street et de la City. Voilà. Vous pointez avec le Cercle national des économistes une entrée en récession durable des pays du G7, dont les États-Unis pourraient être l'épicentre. Est-ce que la nouvelle politique de Donald Trump serait en mesure d'inverser cette tendance ? Écoutez, non, je ne le pense pas. Lui, encore une fois, roule pour les États-Unis. Il va se retirer, bien entendu, parce que leur problématique, c'est à force de financer l'OTAN, de financer l'ONU, de financer un petit peu tout. Ils ont une envolée faramineuse donc, de leur dette. Ils sont en surendettement. Même avec le privilège exorbitant du dollar, ils n'y arrivent plus. Et ce qui les inquiète, c'est que de l'autre côté, il y a un bloc qui monte en puissance, qui est les BRICS, Brésil, Russie, Inde, enfin les gens maintenant connaissent, qui, comme je vous l'ai dit, la Russie est en bonne santé économique, la Chine un peu moins actuellement, mais enfin en tout cas, ils se portent beaucoup mieux que l'Occident, surendetté, et nous payons en fait 50 ans de surendettement. Depuis la fin de la convertibilité du dollar en or, c'était ce qu'on appelle le choc Nixon, 71, entre le dollar et l'or, en 15 août 71, qui était là en fait la fin de désaccords d'après-guerre avec le Bretton Woods. Le jour de la Sainte-Marie. Voilà. Je ne sais pas si c'est un hasard. Absolument, mais rien n'est un hasard. Tout ce qui arrive n'est pas fortuit, tout ce qui arrive est voulu. Hein. Je voulais parler aussi dans ce cadre-là de ce qui s'est passé en France depuis 50 ans. Hein. Les déficits budgétaires sont voulus. Notamment avec les prétextes qu'utilise Macron depuis ses mandats, c'est-à-dire le Covid, c'est-à-dire le climat, et puis, alors qui est mondial, hein, mais en fait c'est un relais pour la France, l'Ukraine, en fait tout est bon pour faire des déficits, des dettes supplémentaires, et donc voilà où nous en sommes.
Donc, si rien n'est fait pour enrayer en fait cette politique de mondialisation économique, à tout craint, parce qu'ils veulent en fait bâtir un ordre mondial sans les nations, hein, et de préférence sans les peuples aussi, hein, parce que c'est culturellement... Quand vous dites île, est-ce que vous pouvez nommer Alors, en fait... oui, enfin, c'est ce que je vous disais, c'est les loups financiers de Wall Street, de la City, les multinationales, notamment américaines, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, etc., ce qu'ils veulent, en fait, c'est mettre un ordre mondial en place pour garder la suprématie en Occident contre les pays du G7. Le gouvernement, du le gouvernement mondial ne serait plus politique mais économique. Oui, bien sûr, mais il est depuis un siècle. Ils ont des relais politiques comme Merz, Macron, Van der Leyen. Mais bien sûr, ce sont que des relais, ce sont des employés de banque, comme je vous disais tout à l'heure. Pour moi, Macron est un fonctionnaire de Bruxelles et Ursula von der Leyen est un relais de la politique américaine et notamment de l'oligarchie financière qui a le pouvoir depuis un siècle. C'est pas nouveau, hein. Ils ont bâti la Fed, la Réserve fédérale américaine. Ils ont fait des guerres pour s'emparer du pouvoir, notamment économique. Ils se sont emparés des stocks d'or en Première et Deuxième Guerre mondiale, notamment avec les remboursements de l'Allemagne aux pays attaqués. Donc, si vous voulez, c'est une philosophie macroéconomique de s'emparer du pouvoir par la finance. Et ils y sont arrivés, puisqu'un siècle après, regardez la situation dans laquelle nous sommes, ça s'est aggravé depuis les 50 dernières années. Et puis après, il y a toute la grande braderie qui a été commise depuis maintenant près de 20 ans. Je vous donne rapidement les noms, avec les trahisons et la complicité des dirigeants que sont Sarkozy, Hollande et Macron. Donc en 20 ans, on a perdu Arcelor, Péchinet, Alstom, Technip, Lafarge, Alcatel, Essilor, le démantèlement d'EDF à la demande de l'Allemagne et de l'Union européenne, et bien entendu la cohorte de PME qui tombe en cascade. C'est Arnaud Montebourg, lors de certaines commissions d'enquête parlementaire, qui dénonçait ces grands chefs d'entreprise qui vendaient leur entreprise à des intérêts étrangers en disant c'est pas cher de trahir la France, un tel a touché 13 millions, un tel 14 millions, un tel 15 millions. Il a tout à fait raison. Ça coûte pas cher de trahir la France. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, je fais son éloge parce qu'il a été très courageux et honnête. Vous parliez tout à l'heure, Bernard Monod, des banques centrales. Vous affirmez qu'en tout cas, en Occident, elles perdent totalement le contrôle. C'est le cas notamment de la Banque centrale européenne qui a enregistré des pertes financières depuis 2 ans, dont près de 8 milliards rien que pour l'année 2024. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par perte financière quand on parle d'une banque centrale ? Alors, ils sont pris à leur propre piège, en fait. Pour maintenir le système à flot au niveau des finances publiques et du surendettement et de l'excès de déficit des États, eh bien, ils ont baissé les taux, on va dire, les 10 dernières années. Hein, j'en avais parlé dans mon livre, en 2019. Et après, il a fallu quand même remonter parce que l'inflation commençait à gagner. Il fallait faire des taux d'intérêt supérieurs au montant de l'inflation. Donc, ils ont été obligés de remonter, passant de 0 à l'heure actuelle. L'OAT 10 ans est à 3,20% à peu près. Eh bien, ces 3 points-là, ils l'ont pris dans leur bilan en perte, en moins-value latente de toutes les dettes qu'ils ont acquises depuis la crise de 2008, mais surtout à partir de 2015, avec Draghi, quand il était président de la BCE, il a lâché les vannes et ils ont racheté dans toute la zone euro les dettes que faisaient les États pour compenser la récession économique. Donc en fait, on paye le prix aujourd'hui et eux-mêmes ont engrangé des pertes, ce qui est quand même ahurissant de la part d'une banque centrale. C'est la première fois de l'histoire que ça se voit. 2023-2024, la BCE a fait des pertes. 2024, je crois que c'est près de 8 milliards d'euros. 7,9 exactement. Et la Réserve fédérale américaine, pareil, alors qu'ils ont encore une fois le privilège du dollar. Donc on voit bien que tout l'Occident est un château de cartes en train de s'effondrer. La banqueroute a déjà commencé pour moi depuis 2021-2022 et elle s'accélère. Je voudrais donner juste un chiffre pour que vos auditeurs aient bien ça en tête. Leur euro, depuis 3 ans, a perdu près de 60% de valeur par rapport à l'or.
Leur euro, ils sont prêts à le mettre en danger, quoi. C'est leur créature. Mais en fait, les utilisateurs, les Français, n'en ont pas conscience, puisque rien ne leur est dit là-dessus. Je suis l'un des rares à dire ce que je vous dis. Donc, moins 60% de valeur de l'euro par rapport à l'or depuis 3 ans, et depuis sa création, donc 99-2000, ça va faire 25 ans, c'est quasi 90% de perte. Et ce que je voudrais bien faire comprendre aux personnes, ce mécanisme, ce n'est pas l'or qui se valorise, c'est l'euro qui se déprécie. C'est ce que j'appelle, moi, le dépassement monétaire. Ouais. Il n'y a pas que l'euro, il y a le dollar qui subit la même chose, la livre sterling, toutes les devises occidentales. Ce qui n'est pas le cas du rouble, entre parenthèses, ou du yuan, puisqu'ils commencent à baquer leur monnaie sur des réserves d'or, et ils ont bien compris ce qu'il faut faire pour maintenir la stabilité financière. L'origine de ce débasement monétaire, c'est bien la planche à billets ? Oui. Renforcée par la dédollarisation accompagnée par les BRICS. C'est ce qu'a fait Draghi en 2015 avec, comme je vous ai dit, l'achat sans limite de toutes les dettes qui étaient faites. Sinon, c'était déjà l'écroulement et la banqueroute déjà en 2015. Cette banqueroute, Bernard Monod, vous expliquez dans vos travaux qu'elle est d'abord progressive puis soudaine. Est-ce que un matin, les Français vont voir que leur État est en état de banqueroute ? Oui, ça s'est passé. Alors, je fais toujours des parallèles avec l'histoire, moi. Est-ce que ça peut être du jour au lendemain ? Est-ce que ça peut être aussi soudain ? Oui, on peut se réveiller un matin et voir que les marchés ailleurs qu'en Europe ont commencé à mettre une prime de risque sur la dette française, qui est, entre parenthèses, aujourd'hui, est le pays maillon faible de la zone euro. Et puis on peut se retrouver, là aujourd'hui on est à 3,20%, on peut passer à 3,80, 4, 4,20, 4,50 de manière très rapide, et après on va atteindre un point de rupture que nous estimons, on a calculé au CNE, à 5,17%. 5,17%. Quand les taux auront atteint 5,17. Voilà. Ouais. Bon, à peu ou prou, mais nous estimons cette zone de grand danger où effectivement là il y aura un défaut de paiement de la France et je vous garantis que là on verra défiler immédiatement la Commission européenne, le FMI, la Banque centrale européenne et qu'on sera placé sous tutelle de la ce que j'appelle moi la triade, et puis au plus haut niveau la Banque des règlements internationaux, la BRI, qui se feront un plaisir de venir faire des coupes sombres comme ils ont fait en Grèce. On va avoir le sort, si rien ne change radicalement dans le modèle économique français et de l'Union européenne, eh bien on va tout droit vers le traitement qu'a subi la Grèce et les Grecs. C'est-à-dire une stagflation avec moins 35 même de récession pendant des années, et puis les retraites divisées par 2, les fonctionnaires réduits radicalement, etc. etc. La vente de biens nationaux, etc. Cette bulle des emprunts obligataires d'État, on la voit encore augmenter. Vous dites avec le Cercle national des économistes qu'elle pourrait exploser donc, si on atteignait le taux de 5,17%. Qu'est-ce qui l'a fait enfler cette bulle sans arrêt ? Bien écoutez, c'est la quantité de déficits supplémentaires qui s'ajoutent année après année, qui forment bien entendu les dettes. Là, on est déjà, à l'heure où je vous parle, à 3 400 milliards de dettes. Il n'y a pas si longtemps, on avait déjà 100 ou 200 milliards de moins. C'est exponentiel. Et donc, c'est la boule de neige que l'on pousse devant soi, qui grossit en permanence, avec les intérêts composés. C'est pour ça que je vous parlais d'aspect de morale. C'est-à-dire qu'en fait, les intérêts de la dette sont la servitude que l'on cherche à nous imposer en faisant exploser tout notre système de protection sociale, le système de retraite, vous voyez qu'on nous parle en permanence de faire encore des efforts, l'assurance chômage, la sécurité sociale, la santé publique, la politique familiale. C'est toujours au même endroit qu'il frappe, il ne frappe jamais au niveau où ça fait mal, c'est-à-dire la réforme de l'État, réduire les dépenses de fonctionnement qui ont bondi de quasi 100 milliards en l'espace de 4 ans. C'est-à-dire qu'on a pléthore de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, à la fois au niveau de l'État et au niveau des collectivités territoriales. C'est trop, on en a beaucoup trop. Et cela pour
un rendement du service public qui est en décroissance. Ouais. Alors au milieu de ce maelstrom, évidemment, nous avons François Bayrou qui est aux manettes, au ministère, il est Premier ministre, j'allais dire au ministère de l'Intérieur. Le FMI a quand même anticipé en avril dernier une aggravation du déficit budgétaire français à 6,1% du PIB et une dette de 4 000 milliards en 2028. On le sait, en ce moment, le Premier ministre cherche entre 40 milliards et 50 milliards d'économies à faire dès 2026. Comment compte-t-il, si vous le savez, arbitrer entre baisse des dépenses publiques et augmentation, si c'est possible encore, si les Français le peuvent, des impôts ? Ils vont. Alors, le FMI a raison sur ces chiffres. Hein, nous avons à peu près le même chiffrage. En fait, il faut savoir que dans le déficit, il y a deux choses. Il y a le déficit primaire qui pèse à peu près 100 milliards d'euros, et il y a le déficit qui sert les intérêts de la dette. Hein, donc, c'est on va dire 50 milliards au jour d'aujourd'hui, mais c'est en train de déraper. On devrait être probablement à 100 milliards selon le nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard. D'ici 2028, on devrait être à 100 milliards de services de la dette, donc un doublement. Hein. Ce que va faire le FMI s'il débarque, ils vont, dans les 3 ans qui viennent, ils vont faire une politique d'austérité à la grecque et ils vont frapper pour réduire les dépenses de fonctionnement, les dépenses publiques, mais ils vont taper en particulier sur tout le système de protection sociale français. Donc encore une fois, nos retraites. Vous voyez qu'on glisse tout doucement vers les 65 ans, bientôt 67, bientôt 70, et c'est le rêve de tous nos créanciers. Hein. Cette classe politique, ces gouvernements successifs, les uns après les autres, depuis 1974, n'ont aucune responsabilité juridique sur l'état de la France aujourd'hui. Ils ont la responsabilité technique, mais plus juridique. Responsable, mais pas coupable. Voilà, oui, absolument, c'est bien résumé. Oui, non, techniquement, ils sont responsables et coupables, mais simplement, il ne vous a pas échappé que depuis 1994, le crime de haute trahison a été supprimé du Code pénal, et puis confirmé dans la révision par Sarkozy, la révision de la Constitution de 2007, pour être bien sûr qu'il ne soit pas poursuivi, en tout cas pour crime de haute trahison, voire de l'intelligence avec l'ennemi, l'ennemi étant toutes les multinationales qui cherchent à nous piller nos richesses, et puis le système bancaire et financier qui cherche à s'attribuer les intérêts de la dette de la France, hein, ce qui est la richesse nationale. Alors, on a un bouclier contre tout ça, contre ces épées-là, c'est l'or. C'est pour ça que dans la lettre que nous avons écrite au CNE, nous avons fait valoir le devoir du Parlement, parce que nous avions déjà écrit il y a 2 ans au gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy de Galhau, qui nous avait courtoisement répondu, mais pour ne rien faire, pour ne rien changer. En fait, ce qu'on demande très concrètement, c'est de rehausser le stock d'or aujourd'hui de la France qui appartient à l'État et donc aux Français. Que les Français soient bien conscients de ça, et donc de passer d'environ de 2436 tonnes, de revenir à 3100 tonnes avant la trahison de Sarkozy en 2004, quand il avait fait vendre environ 645 tonnes. 645 tonnes. Vendues dans les années 2000, ouais. Quand il était ministre de l'économie. Ce qui est un crime, hein, moi je le qualifie de crime économique. À un moment en plus où le prix de l'or était au plus bas. Aujourd'hui, c'était à $400 l'once. Aujourd'hui, on est à 3300. Ça va probablement encore grimper vers les 4 ou 5 000 $ l'once dans les années qui viennent. Et donc, c'est un crime économique, j'ose le dire. C'est pour ça que je parle de trahison de tous les présidents qui ont coopéré et par connivence avec le système bancaire international et financier depuis Pompidou. Ça fait 50 ans. Hein. On parle beaucoup de l'or ces dernières semaines, ces derniers mois. Bernard Monod. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi on voit le prix de l'or exploser à ce point? C'est le canari dans la mine, en fait, l'or. Ils ont essayé de le supprimer, donc ils ont réussi d'ailleurs, puisque l'étalon or international a sauté en
En 1914, ce qui d'ailleurs a permis de financer 4 ans de guerre 14-18, parce que sinon les banquiers n'auraient pas pu le faire, pour que les banquiers s'attribuent l'expansion illimitée du crédit, donc faire de la création monétaire et bancaire, donc aux États, aux entreprises, etc., ce qui a donné l'expansion, mais moyennant quoi, ils ont détruit la valeur de la monnaie avec cette planche à billets considérable. Et donc, comme je vous ai dit, c'est le canari dans la mine. C'est bien pour ça que l'or était un étalon. Et donc, depuis, la monnaie s'est extrêmement dépréciée, dévalorisée, depuis un siècle. Et en particulier, ça s'est accéléré depuis les dernières années. Je vous ai parlé des chiffres sur l'euro. Et le pire, c'est que c'est un mal sourd, silencieux, dont on ne s'aperçoit pas. Si on le voit quand on fait les courses dans l'inflation des prix à la consommation, même si j'entendais M. Villeroy de Gallo ce matin rassurer, il est là toujours pour rassurer. Le gouverneur de la Banque de France. Oui, absolument, le gouverneur de la Banque de France, pour rassurer en disant que la lutte contre l'inflation avait réussi. Il ne parle que de l'inflation à la consommation, mais il ne parle pas de l'inflation monétaire. L'inflation monétaire, c'est moi qui vous l'ai donné, c'est moins 60% de l'euro par rapport à l'or depuis 3 ans. Et ça, effectivement, ils sont là pour empêcher les gens d'en avoir conscience. Donc le seul, je dirais, bouclier à la fois pour l'État et pour les particuliers, c'est d'acquérir de l'or physique. Explicitez bien, Bernard Monod, vous parlez bien de l'or comme d'une assurance et d'un extincteur à dette. Explicitez ça, nous. Pour la raison que je vous ai évoquée, c'est-à-dire le débasement monétaire, c'est-à-dire que l'or empêche... C'est une monnaie d'abord, avant tout, voire même une monnaie divine, selon moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle résiste à toutes les crises séculaires depuis 5000 ans. La valeur par l'or est détenue en permanence, alors que les billets, les monnaies, les devises, etc., n'ont cessé de perdre la valeur, comme je le disais, depuis un siècle, avec une accélération depuis les dernières années. Donc les gens se croient de manière illusoire riches, en termes d'immobilier, etc. Sauf que si vous prenez par exemple un bien immobilier qui vaut 100, depuis 3 ans, ça a perdu 60% de valeur par rapport, parce que c'est libellé en euros. C'est la même chose pour le dollar, la livre sterling et toutes les autres devises. Et puis là-dessus, vous rajoutez la baisse du marché immobilier de 15%. Donc un bien qui valait 100 il y a 3 ans ou 4 ans, aujourd'hui vaut en réel 25. C'est la réalité en fait patrimoniale et de la valeur de l'argent. Donc, encore une fois, le seul moyen d'endiguer ça et d'enrayer cette destruction de valeur, c'est de posséder de l'or physique, parce que c'est une monnaie, c'est la seule monnaie au monde d'ailleurs. Tout le reste, c'est du papier, des électrons, de la dette, du crédit. C'est valable pour les États comme pour les particuliers. Voilà. Alors vous demandez également avec le Cercle national des économistes que l'État procède à un audit des réserves d'or physiques de l'État, dont 90% se trouvent dans les sous-sols, à 40 mètres sous terre de la Banque de France, 10% restants étant, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ignore, dans les coffres de la Réserve fédérale américaine. À quoi servirait cet audit au juste de se dire on a bien telle quantité d'or? Expliquez-nous. Il faut démocratiser. Comme je vous l'ai dit, l'or de la France, c'est le trésor des Français. C'est-à-dire que ça appartient à l'État et l'État, c'est le peuple. Bon. Donc il faut bien que les Français aient conscience qu'ils sont propriétaires de ce trésor. Et donc le Parlement n'a aucun regard sur la Banque de France, alors que ça appartient à l'État. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut démocratiser, en fait, et on propose au Parlement, donc à l'Assemblée nationale, au Sénat, de s'emparer de ce sujet. C'est même leur devoir, je dirais, de transparence démocratique sur ce sujet majeur. C'est un enjeu même d'avenir de la France. Vous savez qu'en 1940, juste avant l'occupation allemande, la Banque de France et le ministre de l'économie de l'époque avaient organisé l'évacuation de tout l'or de la France, c'est-à-dire 3100 tonnes, avant l'occupation. La première chose qu'ont fait les Allemands en rentrant à Paris, 2 officiers de la Wehrmacht sont allés directement à la Banque de France
pour demander l'ouverture des chambres fortes qui étaient vides. Donc il y avait des patriotes à l'époque qui avaient bien compris l'enjeu gigantesque que nous encourions. Et en 1945, c'est le général de Gaulle qui a fait rapatrier tout ce stock d'or qui nous a permis d'avoir des fondations, un socle solide pour l'expansion ensuite. Ce rapatriement depuis les États-Unis? Ah non, c'était au Sénégal, Dakar au Sénégal, Halifax au Canada et puis les Antilles françaises. Voilà. 3100 tonnes à peu près. D'accord. Nous, ce que nous demandons au CNE, c'est que le Parlement... On est aujourd'hui à 2436 tonnes d'or en France. Absolument, officiellement. Ouais. D'après le bilan, d'après les commissaires aux comptes de la Banque de France. C'est-à-dire officiellement, vous ne croyez pas à ce chiffre? Aux États-Unis, ça fait 45 ans qu'il n'y a pas eu d'audit non plus de Fort Knox. Pourquoi ? Pourquoi? S'il n'y a pas de problème, il faut que ce soit transparent. Surtout que ça appartient au peuple, encore une fois. Je crois que les Allemands qui avaient demandé le rapatriement d'une certaine quantité de leur or depuis la réserve fédérale ont vu arriver des lingots... qui n'étaient pas les leurs. D'or et qui n'étaient pas forcément d'ailleurs à 100% en or. Oui, enfin bon, il y a un petit peu d'exagération là-dedans, mais enfin, en tout cas, il y a déjà... Enfin, je veux dire, c'est une monnaie souveraine, donc elle doit figurer sur le territoire national. Et aujourd'hui, avoir 10% de ces réserves aux États-Unis, sans compter qu'on voit les sanctions avec le gel des dollars contre la Russie, ça peut très bien arriver à un des partenaires des États-Unis. Ils peuvent très bien infliger ça. Vous imaginez Donald Trump probablement demain, voulant sanctionner la France, dire bah voilà, les 10% d'or qu'on a dans nos coffres, vous les reverrez pas? Pas forcément lui, mais l'OTAN, la pression de l'OTAN, etc. On n'est pas aligné sur l'atlantisme, on n'est pas aligné sur l'Union européenne, et donc ils ne veulent pas d'États qui font cavalier seul. Donc moi, ce que l'on essaie de faire au CNE, c'est de lancer ce sujet-là qui est crucial pour notre avenir, à tous, nous, nos enfants, notre État, dans le débat public et dans le débat politique. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le silence total, ça fait 1 mois et demi que nous avons écrit, c'est le silence total du Parlement, l'Assemblée nationale, qui nous a... Alors l'Assemblée nationale vous a répondu, mais enfin... Là, ils ont accusé réception, nous allons étudier... Circuler, il n'y a rien à voir, etc. Mais enfin, c'est une manière... Et les autres n'ont pas répondu. Alors que je vais donner des noms, c'est quand même la présidente de l'Assemblée nationale, c'est Mme Braun-Pivet, Monsieur Larcher pour le Sénat, Monsieur Coquerel pour le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, et M. Reynal, le président de la Commission des finances du Sénat. Voilà. Pour l'instant, 3 sur 4 n'ont pas répondu. Ils sont peut-être préoccupés par la construction du budget de 2026. Ouais. Ils ont de quoi avoir du souci, effectivement, sachant que ça va se terminer par un krach obligataire. Et donc nous le savons. Et donc voilà la situation. Et moi je dis aux Français, emparez-vous de ce sujet-là, réclamez à vos députés qu'ils s'occupent de cette question-là, qui est cruciale dans notre économie nationale. Et quand vous encouragez, Bernard Monod, l'État... Et dernière chose, qu'ils écrivent à leurs députés et qu'ils leur demandent d'avoir un projet de loi sur ce sujet pour sanctuariser l'or de la France, peut-être même dans la Constitution. Hein. Et en tout cas que le Parlement ait un droit de regard démocratique sur cette monnaie cruciale. Quand vous encouragez, Bernard Monod, l'État à se lancer dans un programme de rachat d'or pour retrouver notre niveau d'avant 2004, à savoir environ 3000 tonnes d'or, qu'est-ce que ce différentiel, ces 600 et quelques tonnes d'or, changerait exactement ? Ben écoutez, à près de 100 000 euros, on va dire 95 000 euros le lingot d'or, vous faites le calcul de 645 tonnes, voilà, ça fait à peu près 60 milliards au cours d'aujourd'hui, 60 milliards. Ça pourrait très bien être intégré d'ailleurs dans un élément du budget 2026, c'est-à-dire que les dépenses les économies sur les dépenses publiques pourraient être transformées en investissements pluriannuels, mettons sur 3 ans, acheter 20 milliards par an d'or qui appartiennent à l'État, qui le mettrait toujours en dépôt. Ils arrivent déjà pas à trouver 40 milliards d'euros d'économie. Donc si c'est pour les réattribuer à quelque chose dont ils ne s'occupent pas... à la réforme de l'État, ils le trouveraient. Ouais. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu un bond de 100 milliards en 4 ans de dépenses de fonctionnement de l'État. Et donc,
de tous les hauts fonctionnaires, parce que là, moi, un des éléments principaux de la réforme de l'État, c'est de s'attaquer à la citadelle de Bercy. Vous avez environ 1000 hauts fonctionnaires qui sont de l'inspection générale des finances, qui sont notamment à Bercy, et puis les administrateurs d'État qui sont dans la plupart des grandes entreprises du CAC 40, etc., qui pantouflent et qui se mettent plein les fouilles depuis des années, et qui vont toujours dans le sens voulu par Bruxelles, la Commission européenne, et voulu par nos créanciers banquiers et financiers internationaux. Donc on voit bien, en fait, ils sont tous de connivence, il y a une complicité, ils sont avides à l'argent, hein, donc ces hauts fonctionnaires, pas tous, hein, il y en a, justement, M. Montebourg en parlait, il y en a busqué un certain nombre, notamment un qui avait détourné 30 millions d'euros du budget de l'État, de l'argent public, hein, donc ça relève du pénal. Donc voilà, il y a une purge à faire au niveau de la haute fonction publique en France, qui passe par la réforme de l'État, mais personne s'y attaque. Personne. Moi, je n'entends pas un chef de parti en France aujourd'hui parler de ce que j'évoque avec vous. Donc il faut dégraisser le mammouth, coûte que coûte, et puis pas s'en prendre à la population qui a déjà un mal fou à maintenir son niveau de vie, et puis à qui on demande de travailler plus pour avoir encore moins de pensions de retraite, etc. Ce programme d'achat d'heures... Quand j'ai commencé à travailler, moi j'avais 37 ans et demi de durée de cotisation, on en est à 42-43 ans, et ça va encore avec les années qui vont passer, ils vont encore rallonger pour passer à 65 ans, etc. C'est le credo des mondialistes qui veulent que l'on passe à 70 ans. Et puis vous avez les discours également d'Attali qui souhaitent l'euthanasie à partir de 65 ans. Donc comme ça règle tout le problème des retraites, hein, au passage. Ce programme d'achat d'heures, vous le préconisez à l'État français, vous le préconisez aussi aux Français, en tout cas à ceux qui le peuvent. Comment on s'y prend pour acheter de l'or en France ou à l'étranger? D'ailleurs, est-ce que c'est pas plus intéressant de l'acheter à l'étranger? Alors, intéressant, c'est pas le problème. Intelligent. C'est en tout cas le plus sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a un arsenal légal qui a été mis en place, j'en parle dans mon livre, avec l'Union bancaire européenne lorsque les banques feront faillite, et les compagnies d'assurance vie également, avec la loi Sapin 2. Et donc tout l'arsenal existe en provenance de Bruxelles, les directives qui ont été ratifiées en France il y a déjà 10 ans. Et donc il suffira que le FMI exige du gouvernement français d'appliquer la spoliation sur les comptes, que les gens ne rêvent pas, les 100 000 euros, c'est un leurre total, c'est un mythe. Il n'y a pas l'argent pour payer les 100 000 euros à la majorité des clients dans les banques. Donc, c'est pas la peine de compter là-dessus. Voilà. Moi, je vous dis la vérité, la réalité de la situation. Je connais très bien le fonds de garantie des dépôts pour les banques, et il n'y a pas l'argent pour couvrir l'ensemble du risque. Donc la situation est là, en fait, c'est qu'il faut faire un acte patriotique, je dirais, dans la situation où on est. Vous voyez qu'en 1940, il y a eu une évacuation à l'étranger du stock dans la Banque de France. C'était un acte patriotique, et là c'est la même chose. Les particuliers doivent se mettre à l'abri dans un pays démocratique hors de l'Union européenne, et le plus près, évidemment, le plus simple étant la Suisse. Et vous avez à Genève tout un tas d'officines ou de banques, ça dépend des patrimoines plus ou moins grands, pour acheter de l'or physique sous forme de pièces, de lingots, etc. Et de le mettre à l'abri de cet arsenal légal pour nous spolier sur nos patrimoines. L'élection présidentielle, Bernard Monod, arrivera dans moins de 2 ans. D'où peut venir le salut de la France si... à l'intérieur des partis qu'on nous proposera, il y a une solution? Des Français, d'abord, qui est une prise de conscience sur tout ce que je vous dis. Tous ceux qui ne parlent pas des sujets qui sont pour moi fondamentaux pour la survie de l'économie française et même d'eux-mêmes, s'ils ne s'emparent pas de ce sujet et qu'ils ne regardent pas le contenu des programmes et puis ce que véhicule le candidat, c'est pas la peine qu'ils votent pour eux. Dans le paysage à l'heure actuelle, je vois, en tout cas de visible, je ne vois personne qui ait la crédibilité, qui ait la compétence, l'expérience, il faudra s'en remettre la force, à nous-mêmes. Le courage. Alors, s'il y a quand même M. Montebourg,
Monsieur Asselineau, mais bon, il n'est pas visible, mais il pourrait être, de par ses compétences, son expérience et de l'exercice du pouvoir, Monsieur Montebourg, ce sont deux personnes potentiellement qui pourraient... Les souverainistes. Des patriotes, voilà, qui défendent, mais qui ont le courage de s'attaquer, effectivement, comme je vous disais, à la réforme de l'État et de tenir tête, effectivement, à nos créanciers internationaux, les financiers, les banquiers internationaux. Je vous donne des noms parce qu'il faut aussi que les gens sachent. Hein. C'est Citigroup, c'est BlackRock, c'est Vanguard, c'est Goldman Sachs, Bank of America, et JP Morgan, qui entre parenthèses est le loup dans la bergerie puisqu'il figure comme partenaire de la Banque de France et il s'occupe justement du marché de l'or en France. Donc il y a de quoi avoir des inquiétudes quand on sait qu'eux-mêmes aux États-Unis ont été condamnés par sa tutelle pour manipulation de cours de l'or. Donc vous voyez à qui on a affaire quand même. Merci à Bernard Menot d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs le titre de votre dernier ouvrage, l'Eurovision pour les peuples, le patriotisme ou la banqueroute. Le Cercle national des économistes est également visible sur les réseaux sociaux, notamment X. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez dès à présent retrouver la chronique économique et financière de notre ami Philippe Béchade. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue pour cette synthèse de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Vous ne savez pas quoi faire en quittant le gouvernement ? Administrer un tunnel ». J'aurais pu aussi choisir un autre titre emprunté à la folie des grandeurs. « Mais je ne sais rien faire, je suis ministre !» Oui, c'est un petit peu l'esprit de ce que Macron expliquait lors d'un plateau TV animé par Hugo Clément, dont je salue le courage, et qui a interpellé le président sur le fait que M. Castaner est aujourd'hui conseiller de la grande structure chinoise de Shine, qui submerge l'Europe de ses produits bon marché, mais qu'il est également en parallèle administrateur du tunnel du Mont-Blanc. Bon, on va dire que c'est le chemin quasiment obligatoire en quittant le gouvernement. Monsieur Balladur l'avait été également en son temps. Ensuite, il a été également nommé administrateur du tunnel Prado-Carénage à Marseille et puis administrateur du port. Bref, M. Castaner n'a pas eu besoin de traverser ni la rue, ni le port de Marseille, ni le tunnel du Mont-Blanc. Il s'est retrouvé bombardé à des postes extrêmement bien rémunérés où on vous demande juste de signer la feuille de présence le jour du conseil d'administration. En ce qui concerne Shine, on ne sait pas quelle est sa rémunération. Tout ce que l'on peut constater, c'est que pour M. Castaner, il a quitté le gouvernement pour un destin en or massif. Et pendant ce temps-là, évidemment, en France, le chômage augmente, on se désindustrialise. Évidemment, la version positive, celle de M. Macron, c'est que on émet beaucoup moins de carbone. Ouais, mais surtout, on emploie beaucoup moins de personnes dans les usines. Et effectivement, on les exporte vers la Roumanie, le Maroc, alors la Chine, c'était très à la mode, ça va le devenir un tout petit peu moins. Tiens, j'ouvre quand même une petite parenthèse sur la Chine et sur ce commentaire triomphaliste de Donald Trump mercredi dernier. Ça y est, j'ai mis la Chine à genoux. Mon ami Xi Jinping a accepté mes conditions. Il s'est rendu sans aucune condition.
Et la Chine va donc payer 55% de tarifs douaniers sur ses exportations, tandis que les États-Unis, eux, ne se voient opposer qu'un tarif de 10% de la part de la Chine. Bon, qui peut croire une chose pareille? Alors, oui, les négociations de Londres se sont terminées, en fait, sur un statu quo, puisque 55% de droits de douane, c'est grosso modo à peu près les 50 qu'il y avait avant la réunion. C'est juste que les États-Unis auraient gratté 5% de plus, mais en fait, ces 5% de plus, en plus des 50, ce sont bien les consommateurs américains qui vont les payer. Oui, quand Trump dit qu'il a taxé la Chine, en fait, il taxe le consommateur parce que c'est lui qui va évidemment payer la différence. Alors, 55% de plus sur un produit Shine, conseillé par Castaner, ou Temu, il y a de fortes chances qu'effectivement les Américains réduisent fortement leurs importations de Chine. Bon, la Chine, elle a plus ou moins déjà trouvé la parade. Alors, elle dit moins 25% d'exportation vers les États-Unis. Les douanes américaines disent moins 34%. Bon, alors chacun surestime ou sous-estime un petit peu l'effet des tarifs douaniers. Et puis la Chine, par contre, voit ses exportations vers le Vietnam augmenter de 25%, vers la Thaïlande de 15%. Vous avez compris. Pour contourner les tarifs américains, la Chine exporte vers d'autres pays un peu moins taxés qui, à leur tour, réexportent vers l'Occident. En tout cas, l'accord de Londres a quand même une vertu, c'est de rétablir les exportations de terres rares chinoises vers les États-Unis, vers l'Occident en général, terres rares sans lesquelles il n'y a plus de moteur électrique, plus de centrales à inertie sur les missiles, plus de téléphones portables, etc. Ah oui, j'oublie bien sûr les éoliennes. Oui, il ne fallait pas que j'oublie les éoliennes, puisqu'en fait, on apprend, et là encore, il a fallu aller chercher dans les déclarations de responsables de l'EDF, en fait, l'État français s'est engagé à acheter 200 € le mégawatt produit à l'éolien. Je rappelle que pour le nucléaire, on était à 42 € et qu'on va peut-être passer un petit peu au-delà de 60. 50% de hausse, c'est pas rien. Mais entre même 60 et 200, c'est de 1 à 3. Bref, ces tarifs prohibitifs garantissent quasiment l'impossibilité de réindustrialiser la France, sauf à créer des usines entièrement automatisées et ne fonctionnant qu'à l'électricité et avec un minimum de personnel dedans. Oui, la décarbonation à la française, c'est ça, c'est l'exportation de la pollution vers des pays étrangers et on réimporte les activités les moins polluantes, mais qui sont également les moins créatrices d'emplois. Eh bien, il va falloir avec ça trouver 40 milliards, nous dit-on, d'ici le 14 juillet. Allez, d'ici le 14 juillet, on aura certainement appris qu'il faut en fait trouver 100 milliards parce que l'OCDE vient de revoir à la baisse les objectifs de croissance des États-Unis, de l'Europe et de la France. Vous le savez, les hypothèses sur lesquelles sont bâtis le PLF 2025, projet de loi de finances, sont complètement fantaisistes, voire totalement bidons. En revanche, la hausse des ponctions ou la réduction de tous les avantages sociaux, ça, attendez-vous à une rentrée qui sera très chaude. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.